Bon, parlons télémétrie du coup. Donc je voulais vous parler un peu de télémétrie parce que je me rends compte, ça fait déjà plusieurs missions que je suis obligé de reprendre les notions quasi depuis zéro. Il me semblait que c'était assez clair, qu'il y avait une spec à peu près standardisée pour la télémétrie et en fait de quoi tout le monde fait un petit peu sa sauce. Donc j'ai repris ça de plusieurs missions et j'en ai fait une petite presse, histoire de vous montrer ce que j'entends par télémétrie. Donc, ce que j'évoquerai avec vous, ce sont les standards qui s'imposent désormais dans l'industrie, et je parlerai de trois choses essentiellement, trois grandes familles de télémétrie, les traces, les métriques et les logs. Alors, en termes de standards, j'entends très souvent des choses du type on a des logs. Alors, on a des logs, effectivement, c'est le principal constat que j'ai fait, c'est que c'est, pour ainsi dire, à peu près la seule source ou la source principale d'observabilité logicielle. Tant qu'on a un gros monolithe, why not? Dès lors qu'on a 30 microservices, ça me fait un petit peu rigoler, mais rigoler jaune, parce que de toute façon, un, on ne verra rien, deux, ça coûtera extrêmement cher. Donc, le constat, il est quasi évident. Ça fait 3 missions d'affilée là que je vois le même truc arriver. Ils se font vendre du Datadog ou une solution assimilée. Ils ont quasiment du log, et dans le log, ils racontent leur vie, et ils se retrouvent avec 15 000 à la fin du mois. Oh, bah, c'est bizarre. Donc, ils coupent tous les logs, et puis ils se retrouvent, ils n'ont plus rien du tout. Donc, ça coûte pas cher, mais ils ne voient plus rien. Okay. Peut-être qu'il y a moyen de faire mieux. Alors, évidemment, puisqu'on est sur de plus en plus de systèmes distribués, de plus en plus de cloud, de hybrides même, j'en vois de plus en plus, hein, du edge, du mix de cube local, pas local, VM et serverless, et je vous en passe des meilleurs. Donc, les systèmes, on a besoin qu'ils émettent leur comportement. Alors, pas tout le temps, mais qu'ils soient équipés, qu'ils soient instrumentés pour que si on a une merde, un, on détecte, deux, on active plus si besoin, et trois, on diagnostique en moins de 15 jours. Et pour ça, le standard qui, pour moi, s'impose de façon définitive au niveau de l'industrie, c'est OpenTelemetry. Alors, pourquoi il s'impose? Un, parce qu'il y a une spec. C'est déjà pas mal, parce que pour mettre d'accord les plus gros vendeurs, il faut généralement que ce soit les plus gros vendeurs qui se soient mis d'accord entre eux. C'est le cas. C'est-à-dire qu'on a du Microsoft, du Amazon, du Google qui se sont mis ensemble, un petit peu de Facebook et un petit peu de Dynatrace par-ci par-là, et ils ont embarqué Datadog avec, pof, ils ont pondu OpenTelemetry. Parfait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, on s'affranchit, je mets des guillemets, on s'affranchit de toute notion de vendeur, c'est-à-dire de format propriétaire. Moi, pour avoir expérimenté, c'était j'appuyais sur un bouton dans Azure, j'avais Azure Application Insight, et hop, il y avait les agents qui s'installaient, fini. Même chose si on fait Datadog, on installe les agents partout, il y a tout qui marche. Le jour où on veut changer, on n'a rien d'équipé dans le code. Voilà, donc c'est magique, tout marche, pas de problème, mais finalement, on n'a pas capitalisé sur l'observabilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas rendu l'application capable d'émettre ses propres comportements, d'émettre ses propres traces, de savoir informer sur du diagnostic ou produire, pourquoi pas, des métriques intéressantes pour une KPI métier qui a vraiment du sens pour une fonctionnalité X ou Y pour le métier, pas que pour l'exploit qui veut voir son pourcentage de CPU utilisé, mais vraiment pour avoir une vision en termes de comportement applicatif. J'insiste sur le côté comportement parce que je vais revenir assez fréquemment dans la presse. C'est très technique et en même temps, c'est très. Il faut le rattacher à quelque chose d'intéressant si on veut créer de la valeur avec cet outil, avec cette spec. Alors, OpenTelemetry, c'est quoi? Je l'ai dit, c'est une spécification, elle est plutôt bien écrite, elle est régulièrement mise à jour, elle est open source,
conseille évidemment, si ce n'est pas déjà le cas, d'aller jeter un œil. Pour une fois, on voit des specs bien écrites, ça change. Et c'est également un OpenTelemetry Collector, c'est-à-dire quoi? Un serveur maintenu avec le format de la spécification, avec les versions de la spécification. Et c'est ce collecteur qui va agréger les données et pouvoir servir de façade pour les bacs d'observabilité qui vont se greffer sur le collecteur et pouvoir afficher du Grafana, afficher du Loki, afficher du, pourquoi pas, Application Insight, puisque même dans Azure, ils se sont mis à permettre la collecte depuis du OpenTelemetry. Et donc, on a tout un écosystème qui s'est développé autour de l'input vers ce collecteur, puisque les outputs, c'est bien sûr les vendeurs qui se chargent de le plugger dessus. Ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est la partie input à gauche. Moi, je suis microservice, j'ai de l'auto-instrumentation parce que je tourne dans un cube, donc j'ai la détection automatique du nom de mes pods, de l'adresse réseau, enfin, tous les trucs chiants. J'ai également des clients managés du style, j'ai un Redis, je ne vais pas m'emmerder à le faire, puisque si mon SDK il est déjà instrumenté avec OpenTelemetry, c'est du plug and play et je vais pouvoir lui nourrir le collecteur sans aucun problème. Je vous passe la partie infra, puisque ça c'était finalement le plus évident. Ce qui moi m'intéresse, et je l'ai bien précisé, c'est une télémétrie applicative. L'infra, ça existait déjà, ça continue. L'avantage maintenant, c'est que côté applicatif comme côté infra, on discute sur la même chose avec les mêmes standards, avec les mêmes formats. Alors, en termes de recommandations, puisque je vais vous en filer un certain nombre, c'est-à-dire qu'après avoir fait l'exercice sur 3 années d'affilée, sur 3 missions d'affilée, il y a 2-3 trucs qui me sont sortis comme évidents. Un, les instrumentations automatiques, c'est très bien, mais c'est qu'un point de départ. Point de départ, parce que si j'implémente du Redis, ça ne va certainement pas me dire ma fonctionnalité métier qui va chercher la donnée à la base et qui fait un cache miss et qui donc ne passe pas par le Redis et machin. Celui-là, j'ai aussi envie d'en avoir la trace, donc j'ai aussi envie d'avoir une instrumentation sur la transaction métier, sur la fonctionnalité, appelez-le comme vous voulez. Cette fonctionnalité, elle peut avoir du sens en termes de diagnostic, puisque je vais avoir, via une trace distribuée, l'ensemble du parcours qui est tant de temps sur la base, qui est ou non un cache miss sur le Redis, qui est ou non un messaging qui nous fait revenir le résultat, qui ensuite fait un push vers l'IHM, peu importe. L'instrumentation automatique ne suffit pas. Je reviendrai un peu plus dans le détail. On peut activer les métriques natives, hein, par exemple sur le SDK.NET, je dis je veux le runtime, je suis capable d'avoir le CPU, le GC, la RAM, un peu près ce qu'on veut, quasiment en claquant des doigts. C'est activable par conf et évidemment toutes les briques principales, les serveurs API, etc., ont ça. Les métriques, ça ne s'active pas en permanence tout le temps. Sinon, les vendeurs sont contents. Hein. Ah ouais, vous voulez des métriques en live? Pas de problème, on sait faire. Voilà. Donc, on active, on désactive. C'est facile à faire. Même s'il faut redémarrer un pod pour activer des métriques, c'est activable au besoin. Je reviendrai sur ces éléments parce que c'est un petit peu à tiroir. Enfin, les logs, c'est la dernière roue du carrosse. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Ça veut dire que ça ne sert à rien si ce n'est pas corrélé aux traces. En gros, si vous n'avez pas comme principe du haut vers le bas, d'abord les traces, ensuite les métriques, et ensuite seulement éventuellement les logs, si et seulement si corrélé aux traces, faites pas de log. Au pire, vous survivrez avec que des traces et des métriques. Ça ira très bien. Je vais expliquer pourquoi, évidemment. Alors, l'autre gros apport de OpenTelemetry, c'est la standardisation des ressources.
C'est d'ailleurs le problème inhérent au log, c'est-à-dire que, OK, je peux raconter un roman, je vais pouvoir donner de la lecture aux développeurs, ça tombe bien, ils passent déjà 80% de leur temps à lire, ça ne les changera pas. Par contre, ça s'indexe assez mal. 3 lignes de log, où est-ce que je le mets? Comment est-ce que je fais une recherche full text sur 300 millions de lignes de log? Ça marche mal. Donc, du coup, est arrivée la standardisation des ressources, c'est-à-dire qu'on va définir des noms en fonction de l'aspect OpenTelemetry. On va, si possible, essayer de toujours utiliser les mêmes. Et ça s'indexe très bien. Et évidemment, on va rajouter des métadonnées dans les traces, dans les métriques, et éventuellement dans les logs, pour pouvoir remonter des informations qui vont s'enrichir, par exemple, au passage d'une couche applicative Cube à une couche messaging RabbitMQ, etc., etc. Et on va pouvoir voir l'ensemble du passage et l'ensemble des valeurs que ça aura propagées avec le contexte de la trace. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est quand c'est nous qui initions la trace avec ce contexte fonctionnel qui va donner du sens à c'est quoi la fonctionnalité, quel process j'étais en train de traiter, j'ai un ID produit et je vais pouvoir suivre le déroulé jusqu'à la fameuse exception machin, jusqu'au problème de perf sur truc et pourquoi il a raté le cache. Imaginez tous les scénarios, mais évidemment, tout l'intérêt des métadonnées, en plus d'avoir les métadonnées techniques, c'est de rajouter vos propres métadonnées fonctionnelles, technico-fonctionnelles ou sur le fonctionnel. Je ne parle pas de métier, voilà, je parle vraiment de qu'est-ce que vous avez comme identifiant non technique qui vous permettent de corréler avec votre applicatif, en gros. Alors maintenant, dans le détail, en termes de traces, qu'est-ce que je vous conseille? On l'a dit, enfin je l'ai plus ou moins évoqué, je le redis du coup, les auto-instrumentations, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut des traces personnalisées. Personnalisées, ça veut dire que si vous avez un framework technique ou des outils techniques qui font déjà des traces via l'instrumentation, pas moi, ASP.NET Core ou la JVM ou peu importe ce que vous voulez en termes de technique, si vous ne rajoutez pas des traces applicatives, vous perdez énormément de contexte et donc une grosse valeur ajoutée. Deuxièmement, il faut gérer correctement la propagation. On va voir 2 ou 3 exemples juste après. Troisièmement, ça fait beaucoup. Donc, le cas échéant, si on ne veut pas faire fondre la carte bleue, il faut penser à une stratégie d'échantillonnage un peu maligne. On va le détailler. Alors, en termes de traces personnalisées, je le redis encore une fois parce que je pense que je l'ai déjà évoqué, on décore les transactions métiers, la fonctionnalité. La fonctionnalité métier, c'est je débute ici, je finis ici, et ça va être décoré par des traces qui ont un nom explicite et éventuellement des métadonnées qui vous informent sur quelle est la fonctionnalité et quel contexte je suis en train de traiter. Si vous n'avez pas ça, encore une fois, c'est 50% du bénéfice qui s'en va à la poubelle. Deuxième chose particulièrement importante et très souvent oubliée, une trace, il y a un statut. Ça a réussi, ça a échoué, ou alors je ne sais pas. Le je ne sais pas, moi, quand je le trouve dans les stats du back-end, généralement, ça me fait râler. Pourquoi? Parce que, évidemment, que ça a un intérêt, et ça n'a pas un intérêt qu'en termes de sémantique, du style est-ce que ça réussit ou pas réussi. Ça a aussi un intérêt, on va le voir, sur l'échantillonnage. C'est-à-dire que avoir 100% des traces qui ont réussi, je n'ai rien à cirer. Par contre, avoir 100% des traces qui ont échoué, alors ça m'intéresse. Et éventuellement, si j'ai que 5% des traces qui ont réussi, juste pour avoir la cartographie applicative et les performances générales, ça peut me suffire. Et donc, je ne fais pas fondre la carte bleue, je fais fondre que 5% de la carte bleue. Mais si ce n'est pas équipé avec, je fais remonter les statuts d'opération et les exceptions qui se déroulent lors de l'exécution de ma fonctionnalité, cet échantillonnage un petit peu malin
c'est perdu. Enfin, il faut normaliser les attributs. On l'a vu, il y a une normalisation forte sur les attributs techniques. Faites un lexique de vos attributs fonctionnels. C'est-à-dire que si on parle du product ID dans une appli et qu'on parle de product libellé ou je ne sais quoi et qu'il ne s'indexe pas de la même manière dans l'application de l'équipe en face, ben vous avez raté un truc, les gars. Ça va être con à consolider. Propagation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se débrouille pour que les traces passent les couches d'infra. Alors, pas n'importe comment, et la spec le signale tout à fait clairement. C'est-à-dire que si on est sur le back-end, donc je fais sauter la partie du haut, le back-end dit on est obligé d'avoir un header type transparent et un autre optionnel dit trace state. Donc, le plus important, c'est le transparent. On a un identifiant qui a un span ID et un trace ID, et on va pouvoir comme ça faire une chaîne de construction entre les parents et les enfants. S'il y a 14 middleware derrière, il va propager sur les 14 et on va voir cet empilement de traces qui va s'opérer. On a également ce qu'on appelle une notion de bagage qui peut être intéressante, c'est-à-dire que les attributs sont propres, les attributs que je vous ai montrés tout à l'heure et qui sont rajoutés comme métadonnées sont propres à la trace. Le bagage, lui, il est propagé systématiquement. Donc, il est ou incrémental ou figé. Par exemple, j'ai une fonctionnalité sur je soumets le formulaire machin, je le passe depuis l'IHM et je transporte mon bagage sur mes traces tout du long. Donc, vous avez plus d'une possibilité. Le à minima, c'est bien évidemment la transparent. Sinon, on voit que dalle. Alors, échantillonnage, je vous ai presque tout dit, malheureusement. L'énorme majorité de ce que vous aurez produit en traces sont des traces qui se passent bien. Ce que je veux de manière certaine sont celles avec, pourquoi pas, des fortes latences. Et ça, il va falloir que je le calcule. Donc, je ne pourrai le savoir qu'à terme, c'est-à-dire une fois que j'ai tracé et vérifié que. Les traces avec erreur, les traces avec des attributs spécifiques, ou bien complètement une autre approche, c'est je veux un pourcentage des traces, quelles qu'elles soient, et si ça tombe bien, bah, ça tombe bien. Donc en fait, on a deux types d'échantillonnage. Un simple, qui est basé sur de la stat, donc qui est proactif. Je veux 5% des traces. Voilà. Et s'il y a une exception dedans, de toute façon, je la prends. Donc ça, c'est le sampling, disons, la stratégie de base. Tout le monde l'a. Et il y a une stratégie un peu plus intéressante, mais aussi un peu plus compliquée à mettre en place, coûteuse, potentiellement un peu plus coûteuse en performance. Ça s'appelle le tail sampling, c'est-à-dire le sampling a posteriori. C'est-à-dire qu'on prend toutes les traces, on crée toutes les traces, et on va interpréter avant d'exporter ces traces, si oui ou non, ça correspond à la stratégie que l'on veut. Par exemple, la latence machin ou l'attribut spécifique. Généralement, le bon point de départ, c'est fixez-vous, je ne sais pas moi, 10% des traces et voyez ensuite. Soit la carte bleue n'a pas encore fondu et vous pouvez réfléchir à d'autres stratégies plus intéressantes, soit le client fait « Oula, c'est déjà beaucoup » et on s'arrête là. Voire on descend. Hein. Moi, je suis sur une mission où, pour l'instant, il remonte 1% des traces. Alors, ce qu'il ne faut pas mettre dans les traces, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas mettre dans les traces. Les trucs privés, oui, on évite. Mais c'est plus facile à éviter que dans les logs. Dans les logs, tu as tendance à mettre le bordel et puis ton contexte, machin. Là, comme c'est toi qui rajoutes chaque attribut à la mimine, bah, faut vraiment de la suite dans les idées pour aller jusqu'au bout quand même. Il faut y aller. Donc, généralement, je le vois moins. Je le vois moins. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai jamais vu, mais je le vois moins. Parce qu'il y a, par exemple, des user ID. Alors, le user ID, il peut être très utile, mais il faut un user ID, peut-être pas, c'est peut-être pas autorisé, on ne sait pas trop où est-ce que va la donner. Voilà. Donc, Datadog, ça ne va pas en France.
Ah si, ils ont un data center en Europe. Mais bon, voilà, c'est ce genre de truc. Ça, c'est évident. Donc, les données confidentielles n'y vont pas. Les données personnelles n'y vont pas. On peut évidemment mettre une rédaction préalable pour les crypter, ou alors utiliser des clés qui ne sont pas tendues. Je ne sais pas, moi, le mail de l'utilisateur peut éventuellement faire l'affaire, ou un identifiant propre à votre applicatif qui vous permet de faire le mapping avec le vrai. Ça aussi, ça marche. Parce que tant que tu n'as pas le référentiel, tu ne peux pas trouver le truc. Donc ça, tu as le droit de le pousser. C'est une assez bonne technique, généralement. Ensuite, les métriques. Alors, les métriques, personnalisez-les, puisque celles sur la conso, machin, le pourcentage de mémoire, truc, tout ça, c'est déjà fait. Métrique personnalisée veut dire j'ai une problématique de KPI applicative. J'ai besoin d'afficher un dashboarding un peu malin à mon product owner qui n'arrête pas de m'emmerder parce que les clients lui remontent que le canal de vente, il est tout le temps en échec. Bah, si quantitativement, je peux lui remonter j'ai 99% de taux de réussite, ce n'est pas un truc abstrait ni quoi, mais c'est réellement calculé sur la période avec des métriques dans le code, vous allez voir, ça calme vachement vite les débats. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est-à-dire, si vous avez des choses précieuses à démontrer au niveau d'une fonctionnalité applicative, et il y a toujours 2 ou 3 fonctionnalités clés, n'en faites pas 300, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ciblez sur 3-4 et fini. Ah mais ça marche jamais, ou il y a plein de bugs. Moi, je ne peux plus entendre. Ah, ok, je vais vous mettre une métrique, puis on va en reparler dans 2 semaines, quand on aura fait tourner un petit peu le truc, puis on discutera sur les vrais chiffres. Parce que ça plante tout le temps. L'agrégation et la temporalité, je vais en toucher 2 mots. C'est un peu pareil que de ne pas exclure les health checks. Si on ne le sait pas, on fait des conneries. Et l'état de santé, j'en toucherai également un mot. Donc, métrique personnalisée, c'est juste un exemple, mais vous avez comme ça des tableaux de bord avec la latence pour le service de paiement, au hasard. Le pourcentage de conversion sur le tunnel de vente, etc., etc. Les 100%, les 90%, et discuter des seuils avec le métier. Parce que c'est ça qui fait la valeur du truc. C'est-à-dire que discuter sur le côté technique ou discuter sur des KPI quantifiés, vous allez avoir des discussions complètement différentes. Et on n'est pas sur peut-être si... non, là on est sur du décisionnel. Qu'est-ce qu'on fait pour faire qu'on est systématiquement au-dessus de 98% sur le tunnel de vente? Et c'est objectivé, et dans 2 mois, on remesure. Si on n'est pas à plus de 98%, où est-ce qu'on a foiré? Et rajouter des traces, hein, allons-y, quoi. Ça, ce sont des objectifs qui peuvent être planifiés et qui peuvent être suivis. Il faut que ça marche. Moi, j'ai entendu des trucs aussi plats des centaines de fois pour en avoir ras le cul. Hein. Donc, alors, agrégation, en gros, c'est sur une fenêtre de temps. C'est-à-dire qu'une métrique, c'est un point avec des métadonnées. Et c'est comment on le cumule. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré le collecteur en pleine télémétrie. On va pouvoir lui envoyer un certain nombre de points, mais ces points, il va falloir lui dire comment les accumuler. C'est-à-dire que finalement, sur une fenêtre de temps, est-ce qu'on va être incrémental, ou est-ce qu'on va déjà faire le compte au niveau du client avant de les envoyer? Par exemple, si j'ai un compteur qui augmente et qui diminue, sur la fenêtre, il va avoir pris plus 2 et puis moins 3, et je vais directement envoyer ça, ou alors je vais lui envoyer tous les plus 1, tous les moins 1, et c'est lui qui va cumuler. Ça ne fait pas du tout les mêmes graphes, hein, faites gaffe. Donc, sachez-le avant, décidez avant de quel type d'agrégation vous avez besoin, notamment sur les histogrammes, quand on fait par exemple une latence de requête HTTP. Si vous ne lui donnez pas les groupes de fenêtres de regroupement et le type d'agrégat à utiliser, vous aurez un truc
quasi inexploitable. Donc, c'est juste à savoir, une fois que c'est décidé, ça ne change pas. Donc, c'est plutôt impactant. Enfin, ça ne change pas. Si, sauf à faire un reset du machin et à recommencer tout. État de santé, enfin, alors ça c'est intéressant parce que finalement, si on exclut les health checks de la notion de trace, il est très intéressant de ne pas les exclure, d'ailleurs même de faire des métriques spécifiques pour les health checks. Et en ça, on a l'état de service, le SLO, c'est-à-dire l'uptime réel de vos applicatifs dans les métriques. Encore une fois, ça plante tous les 4 matins, ou la dernière fois, on a eu 4 jours d'interruption. Là, on a eu 99,99 d'uptime, et je peux le prouver. Voilà. Donc, les métriques sur le health check, c'est vachement intéressant, parce que, bon, pas forcément de contrats associés comme des Amazon, Google ou autres, mais des arguments forts pour dire, ben voilà, si vous voulez de la résilience et machin, c'est-à-dire, là, j'ai un SLO de 92. Si vous voulez passer à 95, il va falloir faire une infra redondante, c'est temps. Va falloir réfléchir à une stratégie de résilience, on en avait parlé la dernière fois, c'est temps, et ainsi de suite. Donc, c'est à argumenter en face de, voilà, l'observation réelle, elle est là, et on va pouvoir discuter de qu'est-ce qu'il faut mettre en face de ça pour arriver à votre objectif. Mais pas de trucs un peu nuageux, ça c'est facile. Les logs, enfin, c'est probablement devenu le sujet le moins intéressant en termes de métrique, parce que c'est là qu'on a le moins la main. Ça ne veut pas dire qu'il faille s'en passer. Ça veut juste dire que pour moi, les logs, c'est uniquement pour les devs. C'est uniquement pour du debug. C'est-à-dire que si j'équipe avec du log, c'est pour pouvoir avoir une trace verbeuse de l'exécution d'un process pour fiabiliser une fonctionnalité et rien de plus. Et si je veux le cantonner à du log et à du log uniquement, il faut standardiser les niveaux de log. Quel que soit l'applicatif, j'utilise le log pour dire ah, ça c'est verbeux ou informatif, et je ne le veux pas pour la prod, et ça c'est une erreur, et ça c'est tatati et tatata. Et on va pouvoir échantillonner comme ça le log, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du critique, erreur ou nanana, rien à cirer, je ne les veux pas, de toute façon ça coûte cher. Et je les jarte. Enrichir avec du contexte, vous voyez venir, corréler avec les traces. Le contexte, on a séparé pour les traces, je ne reviens pas dessus. Et si je veux que le log soit facilement exploitable, c'est parce que je vais partir des traces au niveau de mon Datadog, AppInsight, nanana, clic droit, afficher les logs correspondants, ils l'ont tous. Donc, cherchez pas, si vous ne l'avez jamais vu apparaître dans le menu contextuel, c'est parce qu'il n'y a pas le trace ID dans les logs, sinon ils l'ont tous, parce qu'ils voient l'intérêt de le corréler avec les logs et d'avoir plus de choses. Y compris si on identifie un problème en prod, que du coup on active une verbosité des logs maximum, qui du coup se verra corrélé avec les traces. On va pouvoir passer sur les traces, ça va assez vite de pouvoir identifier les problèmes, plutôt que de chercher dans les logs, hein, encore une fois, et de rebondir sur les logs pour avoir un maximum d'informations, les stats traces, les machins, les normaliser pour dire ça, c'est pour moi, c'est quand ça se passe bien et je veux débugger. Et ça, c'est pour la prod, si jamais je veux avertir qu'il y a un souci. Donc, pour la prod, je prends que cela et rien d'autre. Cela m'intéresse jamais. Jamais. Je ne les remonte jamais. Sauf si je suis dans un cas de crash critique en prod, avec une war room qui faille je peux éventuellement activer parce que éventuellement ça peut me rajouter du machin. Mais si vous avez bien fait vos traces, théoriquement, cela ne sert qu'aux développeurs. Point à la ligne. S'il faut un tuyau, oui, il faut un tuyau trace, un tuyau métrique, un tuyau log. Tout ça par les fédérés, par les SDK OpenTelemetry qui traitent les trois et qui exportent potentiellement les trois. C'est-à-dire qu'on peut couper les uns et pas les autres. Donc les traces, c'est jamais coupé.
jamais. Mais c'est toujours échantillonné. D'accord. Les métriques, c'est activable par conf, sauf quelques trucs, style j'ai absolument besoin du SLO ou de la KPI, donc je le mets d'office, mais soyez ponctuel et précis sur vos choix, parce que ça a un coût. Et les logs, c'est presque rien, ou éventuellement des logs sur des exceptions ou des applis legacy qui n'ont pas encore de l'instrumentation par trace, etc. Mais dans tous les cas, le corréler avec cette partie trace. Moi, dans un certain nombre de cas, je ne les active même plus, les exports de logs. Si je suis suffisamment confiant pour que la couverture par les traces au niveau applicatif suffise, cette partie-là disparaît complètement. Et la facture s'en ressent. C'est net. Le plus cher, c'est un facteur de 1 à 5. C'est le stockage des logs, quelle que soit la solution. Pourquoi ? Parce qu'il leur faut des champs énormes qui stockent l'ensemble du message formaté. Là où, dans tous les cas de traces, on est sur des choses type clé-valeur, donc sur du stockage qui coûte bien moins cher.